Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver parce que je suis parti à la rencontre d'un personnage haut en couleur, Oussama Ammar, qui est le cofondateur de The Family, un accélérateur de start-up. C'est un personnage qui m'a appris beaucoup de choses, l'échange était hyper sympa, alors je vous dis, profitez-en bien, on parle de finance, d'entrepreneuriat, de start-up, de formation, de réussite. Du coup, abonnez-vous à la chaîne des Geeks des Chiffres, prenez place, installez-vous bien et moi je vous dis bonne vidéo, ciao. Oussama Ammar, né au Liban, j'ai grandi à Tours. J'ai gagné un ordinateur assez petit, j'avais 10-11 ans, j'ai commencé à programmer des sites web, j'ai vendu mon premier site web, j'avais 12 ans. Souvent on dit que j'ai créé ma boîte à 12 ans, mais c'est vraiment une vue très romantique de mon histoire. J'ai commencé à aimer faire du business, j'ai fait les 400 coups. J'ai créé une boîte qui s'appelait Ipios, qui a levé beaucoup d'argent, qui était ma première start-up, qui s'est assez mal passée. J'ai été aux États-Unis déprimé en me demandant pourquoi ça n'avait pas marché. Et aux États-Unis, j'ai découvert qu'en fait, il y avait beaucoup de choses sur les startups que je n'avais pas compris personnellement. Et de cette expérience, j'ai créé The Family en 2013. Et ça fait maintenant 5 ans. C'est 500 startups accompagnées, une centaine qui a très bien survécu. C'est plus de 400 millions d'euros levés pour nos startups, avec les plus beaux fonds d'Europe et du monde. C'est un quotidien tous les jours plus extraordinaire que la veille, donc c'est sympa, c'est une belle aventure. Et du coup, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas The Family, moi je connais, mais si tu pourrais le définir, en fait, c'est quoi cette activité? Souvent je dis The Family, le projet dans le nom est le projet. On est une famille d'entrepreneurs et comme une famille, on a 3 missions. Éduquer, protéger et financer. Alors éduquer, ça passe par faire des vidéos sur YouTube et jusqu'à faire des one-to-one avec des gens sur des sujets précis. Protéger, c'est créer l'infrastructure et créer les services qui font qu'être entrepreneur, c'est de plus en plus simple. Et financer, c'est les aider à trouver l'argent dont ils ont besoin. Et puis comme dans une famille, au début tu donnes un peu d'argent de poche, et puis quand les enfants sont un peu plus à l'aise, tu donnes de plus en plus d'argent. Et voilà, c'est tout bête en fait, il n'y a pas besoin de mots. Alors, je sais qu'il y a des incubateurs, des VC, des accélérateurs, on n'est rien de tout ça parce que nous on n'est pas défini par notre activité, on est défini par notre mission. Et notre mission elle est simple, c'est d'accompagner et protéger les entrepreneurs. En fait, moi je vois souvent, il y a des questions, ouais, c'est quoi les grandes choses qui définissent, ou qui caractérisent les entrepreneurs qui réussissent pas. Toi, qui réussissent pas? Ouais. Toi, c'est marrant parce que d'habitude on me demande toujours les caractéristiques de ceux qui réussissent. Ah. Mais c'est vrai que les caractéristiques de ceux qui réussissent pas, c'est intéressant. Alors allons-y, parce que c'était l'objet de ma première question. Alors, je vais la mettre dans l'autre sens en fait. Non, c'est très bien. C'est une bonne. Écoute, les caractéristiques des entrepreneurs qui réussissent pas, ils ont toujours les mêmes. Ils sont experts, bornés et incapables de changer. C'est vraiment. D'ailleurs, plus ils sont compétents, plus ils se plantent fort. Okay, parce que c'est justement leur illusion de compétence qui donne envie aux gens de les soutenir. Et après, ils se prennent des murs parce qu'ils n'ont pas la flexibilité mentale d'apprendre. Quand tu es entrepreneur, tu passes ton temps à faire des choses que tu ne sais pas faire. Et si tu es très expert au début, ça peut te donner l'illusion que ça se passe bien les premières étapes. Mais à un moment, tu seras face à une étape où tu ne sais pas faire. Est-ce qu'un entrepreneur doit savoir gérer une boîte financièrement? La réponse est non, mais il faut absolument qu'un des cofondateurs sache. Alors, si tu es tout seul, oui. Mais disons que tu n'as pas besoin que tous les cofondateurs sachent faire ça. Mais il en faut un qui soit responsable de l'argent. L'argent, c'est la vie dans une boîte. S'il n'y en a pas un qui comprend ce qu'est l'argent, comment il crée l'argent, comment il dépense l'argent, comment circule l'argent, et qu'il n'a pas une passion de l'argent, la boîte ne va jamais très loin. Parce que l'argent, c'est le sang. C'est pas, les organes, ils ont toutes les fonctions du monde. Si elles ne sont pas alimentées en oxygène et en sang, ça ne fonctionne pas. Et du coup, chez The Family, c'est qui gère l'argent? C'est moi. C'est moi qui gère l'argent. C'est moi le fasciné d'argent. Okay, ouais, je me suis dit, franchement, entre Alice, Nicolas et moi, si tu veux, en France, on va pas se mentir, il y a un problème de culture de l'argent. Alice et Nicolas, de ce point de vue-là, sont très français. C'est vrai que quand tu es libanais, tu as ce truc, tu parles d'argent plus facilement. Tu es content de gagner de l'argent, tu n'as pas de culpabilité vis-à-vis de l'argent. Et ça, c'est cool. Et donc, c'est un vrai avantage. Et donc, forcément, après, les sujets d'argent viennent de toi. Mais par contre, moi, je serais très heureux d'envoyer Alice et Nicolas à ta formation. D'ailleurs, tu vas me vendre un petit ticket pour Alice
parce que je pense qu'elle adorait en fait. C'est dommage de ne pas avoir de culture financière. C'est un vrai sujet en fait. Ouais, après, moi je suis juste entièrement convaincu de ça. Parce que on peut faire le meilleur produit du monde, on peut faire le meilleur business du monde, mais si on ne sait pas gérer 1 euro, ça peut vite être compliqué. Combien d'exemples on a où bien sûr. Se planter, et je pense que vous en voyez tout le temps en fait. Ouais. Et du coup, alors c'est quoi les KPIs que tu suis? Pour The Family, Ouais. C'est très cash, hein. Cash in, cash out. Ouais. Moi je suis très partisan des visions hyper extrêmes, hyper simplifiées. Parce que ça te permet de savoir si tu es dans le vert ou le rouge. Ok. Parce que j'ai remarqué que quand tu avais des... Alors, apprendre avec des pincettes, parce qu'on est un business simple. On est un business dans lequel on prend des startups, elles ont une valo, il faut que cette valo aille plus vite que les dépenses. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose. Après, est-ce qu'il y a des business un peu plus compliqués que ça de temps en temps? Mais c'est rare. Moi, par exemple, je laisse pas souvent les startups avoir des tableaux de bord compliqués. Parce que quand tu as un tableau de bord compliqué, c'est un peu comme la macroéconomie. Tu as toujours une KPI quelque part qui excuse le fait que celle-là ne marche pas. Et donc tu vas dire, oui, mon chiffre d'affaires n'a pas monté, mais ma conversion a monté. Ouais, mais d'accord, mais en fait, on s'en fout en fait. Et donc quand tu ramènes ça à un truc très en aval, cash in, cash out, tu vois, qui est vraiment le poumon, quoi. Combien d'argent rentre, combien d'argent sort, et ben tu arrives à avoir une vision extrêmement simplifiée. Et donc, du coup, toi, tu les conseilles, les startups qui sont ici, d'avoir cette vision d'analyse? Ouais, c'est hyper important. Il faut que l'un des cofondateurs soit responsable de ça. Ouais. Ok, ça marche. Entendu. Donc, pour toi, est-ce que c'est important de former les entrepreneurs à la culture financière? Évidemment que les entrepreneurs doivent avoir une culture financière pour leur permettre de comprendre ça, quoi. Et est-ce que tu penses que les salariés eux-mêmes, même, je sais pas, n'importe quel manager ou quel salarié lambda, il doit avoir cette culture ou pas? Est-ce que tu penses que c'est bien pour l'entreprise? Ouais, alors je vois où tu veux en venir. Dans un monde idéal, oui, ça te fait encore plus de clients, c'est cool. Mais c'est même pas ça. Non, mais je rigole avec toi. Mais oui, évidemment. Après, c'est toujours des histoires de niveau et de détails. On peut pas, il faut être honnête, tout le monde ne peut pas tout apprendre et tout le monde ne peut pas tout connaître. Après, tu peux avoir ça comme... tout le monde doit savoir lire et écrire. Certaines personnes doivent écrire des articles et d'autres personnes doivent être Proust. Et donc tu as un tunnel comme ça. Dans la culture financière, c'est la même chose. Le niveau de sophistication du CFO ne doit pas être la même que d'un salarié lambda. Maintenant, le salarié lambda, il a besoin de connaître les grandes métriques. Par exemple, moi, un truc que je fais avec les employés de The Family, c'est que je dis, voilà, le but de The Family, c'est de produire tant d'argent. Donc 100 millions d'euros. Si on produit 100 millions d'euros dans les 5 ans qui viennent, c'est-à-dire que Alice, Nicolas et moi, on en gagne 10 chacun. Nos actionnaires en gagnent tant. Les patrons de pays gagnent 5 chacun. Et chaque salarié gagne 1. Et donc d'un seul coup, ça rend le truc concret. Tu te dis, ok, j'ai compris, on doit produire ça, on doit dépenser ça, et moi, ça me rapporte ça. Et si tout le monde dans la boîte peut se dire, voilà les revenus espérés, voilà comment on va les générer, voilà les coûts en face, voilà le bénéfice, et voilà ce que ça veut dire pour moi concrètement, bah, d'un seul coup, c'est une équation à 3 cases. Déjà, tu as les gens qui sont beaucoup plus embarqués sur qu'est-ce que ça veut dire atteindre les KPI. C'est beaucoup moins abstrait que de se dire, ouais, j'ai atteint des KPI pour enrichir un mec que je peux pas blairer, quoi, tu vois. À ton avis, comment on peut rendre les salariés d'entreprise... Non, j'ai pas envie de dire heureux, tu vois. Mais comment Il y a une différence entre le bonheur et le bien-être. La mission d'une entreprise, c'est le bien-être, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est philosophique, c'est l'harmonie avec soi-même. C'est la case après le bien-être. Le bien-être, c'est la mission des entreprises. Le bien-être, ça repose dans 3 choses. Que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de faire, que les gens ont l'impression de progresser dans ce qu'ils sont en train de faire, et que les gens ne ressentent pas une pression trop grande dans ce qu'ils veulent faire, burn-out, stress, etc. Et je pense que la mission de toute entreprise, c'est d'être sûr que les gens qu'elle a sélectionnés à chaque mission soient la bonne personne pour ça. Si quelqu'un est en burn-out, la responsabilité numéro 1 de l'entreprise, c'est de le virer. Ou de le mettre à un autre poste. Et dit comme ça peut paraître affreux, mais en fait pas du tout, parce que on ne doit pas raisonner comme si on était tous ouvriers dans les Vosges. On est quand même dans le milieu des startups, dans lequel les gens sont très employables, et si quelqu'un est au mauvais endroit,
et ben, il peut dépérir alors qu'ailleurs il sera une bonne fleur. Et donc on vit pas tous sur la même terre, on n'a pas tous les mêmes ingrédients et on a la chance d'être dans une industrie où il y a beaucoup de travail. Et donc il faut qu'on arrête de se comporter comme toutes les autres industries. Les industries des startups doivent avoir ça de particulier, que les startups ont le bien-être des employés. Et ça passe pas par des cours de yoga, ça passe pas ou par des baby-foot, tu vois. C'est de la connerie ça. Le bien-être au travail, c'est que tu as l'impression d'être respecté pour ce que tu fais, que ce que tu fais a du sens et que ça a de l'impact et que tu puisses comprendre, dire la mission de l'entreprise, je prends As the Family, la mission de l'entreprise c'est d'aider et protéger les entrepreneurs. Mon travail c'est de faire A et tu comprends tout de suite le lien entre faire A et la mission. Et si tu comprends pas le rapport entre ce que tu fais toi et la mission de l'entreprise, c'est là que les problèmes commencent. Tu te dis j'ai un bullshit job, à quoi je sers, je perds du sens, machin. Mais il n'y a pas besoin de... Tu vois, nous les femmes de ménage, elles comprennent pourquoi elles sont là, tu vois. Moi, quand on a embauché les femmes de ménage, on leur a dit vous avez une des missions les plus importantes de The Family. Et à ce titre-là, ça veut dire quoi? C'est que tous les matins, tous les jours ici, il y a des sauvages qui viennent, des entrepreneurs. Et c'est des sauvages, les entrepreneurs. Ils ne savent pas ranger une tasse. Je veux dire, si tu es entrepreneur, tu es mal poli, tu penses que tu es le roi du monde, tu sais même pas ramasser une tasse. Et donc tous les jours ici, c'est une porcherie dans laquelle des gens viennent et défoncent tout. Et donc tous les matins, ils doivent être là à 6h du mat pour qu'à 9h, quand il y a le premier entrepreneur qui arrive, c'est nickel comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'est important pour le bien-être collectif, le bien-être des salariés, le bien-être des entrepreneurs. Et c'est pour ça que nos femmes de ménage ont de l'equity. Tu vois, nous, on a donné de l'equity à nos femmes de ménage comme on a donné à n'importe qui. Parce qu'il n'y a personne dans cette équipe qui a une fonction qui ne participe pas à la mission. Et donc, la femme de ménage, ok, son travail est dur. Ma mère, elle était femme de ménage. Je ne vais pas commencer à lui faire un bullshit du genre, écoute, t'es une femme de ménage. Okay. Non, c'est de la connerie. Femme de ménage, c'est dur. Il y a des travaux qui sont durs dans la vie. Mais quand tu fais quelque chose de dur et qui a du sens et que tu es respecté et bien payé, eh ben, tu te dis, ok, je fais un travail dur, mais c'est cool, j'ai quelque chose de sympa dans ma vie. Et je pense que c'est là où les entreprises ont une responsabilité. Ok, c'est top. C'est de mettre le sens du pourquoi à chaque poste en fait. Et le pourquoi au sens le plus pratique. Ouais, c'est ça. Hein. Même pas parce que tu sais, quand on dit le why, les gens disent oui, c'est pour machin. Non, vraiment, pratique. C'est des sauvages, il faut que ce soit propre. C'est ma mission. Voilà, tous les jours à 9h, il faut que ce soit comme ça. Ok, ça marche. Est-ce que tu apprends des trucs toi? Moi, tous les jours, je fais que ça, apprendre des trucs. Déjà, je dis beaucoup de bêtises, alors. Non, mais en fait, je pense que tu vas apprendre auprès des gens que tu rencontres tous les jours. Ouais. Mais est-ce que toi, il y a une démarche, tu dis, ok, moi je vais prendre un sujet, je vais l'apprendre. Ouais, alors c'est pire que ça. Moi, j'ai... en fait, moi, l'apprentissage, c'est... Écoute, je vais te raconter une histoire. Récemment, j'ai rencontré un moine bouddhiste et on a eu une conversation assez profonde, c'était assez fascinant. Et il m'a dit, tu vois, moi j'aime pas les gens qui font semblant de méditer, c'est pour ça que moi je médite très peu, parce que j'arrive pas à méditer. Et en fait, à un moment, j'ai compris que moi je méditais tout le temps. Parce que chaque minute de ma vie est une forme de méditation. Je suis pas là, machin. Non, c'est une démarche active. Et en fait, l'apprentissage, c'est la même chose pour moi. C'est qu'il n'y a pas de bonne façon d'apprendre. Il y a des gens, ils ont besoin de calme, comme des gens pour méditer, ils ont besoin de machin. Moi, je suis plutôt constant learner. C'est-à-dire que 100% des gens que je vais rencontrer dans ma vie, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur position et tout, je vais toujours me dire, comme un jeu auquel je joue, c'est can I learn something? Est-ce que je peux apprendre quelque chose, tu vois? Je suis avec un chauffeur Uber, je me dis est-ce que je peux apprendre quelque chose? Je suis avec un rendez-vous, est-ce que je peux apprendre quelque chose? Je suis avec une start-up. Les start-up viennent pour avoir des conseils, je me dis est-ce que je peux apprendre quelque chose? Et en fait, comme un vampire du savoir, tu sais, je suis en permanence. Et résultat, il y a des sujets, tu vois, qui m'intéressent. Puis des fois, et je suis très monomaniaque, c'est-à-dire que, par exemple, un de mes collaborateurs hier m'a raconté cette histoire où la première fois où il a vu comment je fonctionnais, c'est parce qu'il y a 3 ans, on était ensemble, et je lui ai dit, tu sais pourquoi le pétrole baisse en ce moment? Parce que j'avais lu que le pétrole baissait, je ne comprenais pas pourquoi. Et il m'a dit, non, je sais pas et tout, puis on en a parlé. Et il me dit, il avait passé la journée avec moi, et 100% des gens que j'ai rencontrés, je leur ai dit, au fait, tu sais pourquoi le prix du pétrole baisse en ce moment? Mais qu'ils aient un rapport ou pas. Et chacun m'a donné son explication et tout. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, on avait un système à peu près cohérent, parce qu'on avait vu plein de gens différents, qui avaient des informations parcellaires, et on avait réussi à constituer une image. Et il m'a dit, mais j'étais trop impressionné, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça qu'il fait ce con. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un sujet qui l'intéresse, d'un seul coup, il en parle à tout le monde. Mais tu sais, genre, le chauffeur, le machin, le truc. Mais en fait, si tu fais ça avec suffisamment d'harmonie et de bienveillance, eh ben, tu arrives à capter des choses que les gens n'auraient pas
penser te donner, etc. Et moi, je suis vraiment je suis une éponge de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que je change vite d'avis. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Il faut arrêter. Enfin, je veux dire, tout le monde veut que tu sois infaillible, que tu aies raison sur tout et tout. Mais en fait, les gens qui veulent ça sont des gens qui veulent pas vivre. Il y a que les morts qui ont raison. Ils ne disent plus rien. Tu vois. Quand tu es vivant, par définition, tu as tort. Donc, tu as besoin d'avancer, quoi. Et il faut pas avoir peur. Je pense être l'un des mecs qui a dit le plus de conneries ever sur YouTube, tu vois. Des fois, je me dis, il faudrait faire un petit filtre, effacer. Mais après, tu dis, mais c'est de la connerie. Évidemment que tu dis des conneries des fois, mais c'est pas grave. Et tu lis ou pas? Ouais, alors par phase. Il y a des moments dans ma vie où j'ai beaucoup lu. Il y a des moments où je lis pas. Il y a des moments où je lis énormément. Mais je fais tout comme ça. Je suis un peu comme Gérard Depardieu. Tu vois. Soit je bouffe tout, soit je bouffe rien. Mais je vis ma vie comme ça, tu vois. À un moment, tu vois, par exemple, je vais découvrir une série. Il faut que je regarde tous les épisodes. Et puis je fais des... j'ai un mode de fonctionnement un peu space. Par exemple, j'ai vu la série Viking. J'ai adoré. Je me suis senti Viking, tu vois. Alors je me suis dit, ah putain, c'est génial, je vais tout lire sur Internet. Après, quand j'ai tout lu sur Internet, je me suis dit, je vais tout lire sur Wikipédia. Après, quand j'ai tout lu sur Wikipédia, je me suis dit, ah tiens, je vais acheter tous les livres sur le sujet. Après, quand j'ai acheté tous les livres sur le sujet, je me suis dit, ah, je vais regarder tous les autres films. Après, quand j'ai regardé tous les autres films, je me suis dit, ah, je vais acheter les BD. Après, quand j'ai lu les BD, je me suis dit, ah tiens, je vais commencer à faire des voyages. Surtout que j'étais au Danemark, en Norvège. Et là, ça fait 1 an et j'ai des trucs vikings dans la tête qui sont invraisemblables, tu vois. Et je vois des vikings partout. Mais ça va vite passer à autre chose, tu vois. Après, ce sera les, je sais pas quoi. À un moment, c'était les Romains, à un moment, ça... Mais je sais pas, mais voilà, tu vois. Et j'aime bien ce côté un peu toqué. J'aime bien ce côté un peu... tu vois, tu vis les trucs, t'aimes un truc, tu le bouffes. Et t'en bouffes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? À un moment, t'es dégoûté. Qu'est-ce qui se passe quand tu bouffes trop d'un truc? Bah voilà, tu passes à autre chose dans ta vie. Tu manges plus d'un truc. Moi, le nombre de trucs que j'ai mangé... À un moment, je vais te raconter un vrai secret. À un moment, j'étais fan de croque-monsieur. Je sais pas pourquoi, je fais truc. Et ben littéralement, pendant 1 an, j'ai mangé des croque-monsieur midi et soir. Pendant 1 an. Et puis un jour, c'était le croque-monsieur de trop. J'en pouvais plus. Je peux plus voir un croque-monsieur en photo, quoi. Tu montres un croque-monsieur, je me dis, mais putain, éloigne-moi cette merde de moi, tu vois. Mais voilà, mais je préfère vivre ma vie comme ça que être sage et raisonnable, je trouve que... Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'inspire? Est-ce que tu es inspiré par quelqu'un? Ah, moi je suis inspiré par tout le monde. Ouais, mais ça a l'air bullshit, mais en fait j'adore ça. J'adore être fasciné par les gens. Je suis à la fois... c'est dur de me garder fan longtemps, mais je peux être fan très vite de beaucoup de gens, quoi, en fait. Et j'aime cette sensation. J'aime cette sensation d'être amoureux. Parce que quand tu es fan de quelqu'un, tu es un peu amoureux, en fait, tu vois. Moi j'aime bien ce truc de vivre plein d'histoires d'amour avec plein de gens, quoi. Mais du coup, c'est quoi les sujets pour toi à venir, les enjeux pour toi-même et pour The Family? Bah écoute, ça fait 5 ans qu'on fait ça, il faut le faire 5 ans de plus, c'est mieux. Et je pense que l'enjeu, c'est que ce qui a l'air d'avoir réussi, pour moi, en fait, tout début d'une histoire. Et la question, je pense que ce qu'on a fait jusqu'à présent était plutôt facile à faire et que le vrai challenge, il est maintenant, il est de faire 100 fois mieux. Et la barre, elle est haute, en fait. Donc le challenge, c'est de faire tous les jours mieux et de pas perdre cette envie, en fait, de garder cette envie de vouloir faire mieux avec des gens qui commencent à fatiguer, quoi.